Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es de bonne humeur, parce que aujourd'hui tu vas en avoir besoin. Parce que je vais te parler d'une expérience qui est horrible, qui est presque monstrueuse et qui est plutôt très intéressante parce que justement les résultats sont plutôt super utiles pour nous. Cette expérience, c'est l'expérience de 1000 grammes et si tu la connais pas, reste avec moi, je vais t'expliquer comment elle se passe et pourquoi elle est importante et pourquoi elle est intéressante pour nous de connaître en termes de marketing et pour développer les ventes de ton site e-commerce. Donc l'expérience de 1000 grammes, voilà comment ça se passe. Tu as 3 personnes, alors quand je dis acteurs, c'est des personnes qui sont impliquées dans le truc, pas des acteurs professionnels de cinéma, etc. Donc 3 personnes qui sont impliquées dans cette expérience. Tu as l'élève, l'expérimentateur et le scientifique. L'élève, c'est une personne qui doit répondre à des questions de mémorisation. Okay, on lui pose des questions, et lui, il doit se rappeler d'un truc et donner la réponse. Ensuite, tu as l'expérimentateur. L'expérimentateur, son rôle, c'est de punir l'élève avec des décharges électriques si jamais il se trompe. Okay ? Et enfin, tu as le scientifique. Le scientifique, c'est juste le responsable de l'expérience. Il est là pour que tout se passe bien. Donc, pendant la phase de préparation, qu'est-ce qui se passe ? Tu as 2 personnes qui arrivent, des sujets qui arrivent, et tu as le scientifique qui est là et qui fait tirer au sort le rôle entre l'expérimentateur et l'élève. Donc tu as 2 personnes qui sont là, ils tirent au sort, et comme ça permet de déterminer qui est l'élève, qui est l'expérimentateur. Ensuite, on place les participants dans des salles séparées. Tu as l'élève dans une salle qui est attachée à une chaise et qui est branchée à des électrodes. Et à côté de ça, dans une autre salle, tu as l'expérimentateur. Il est avec le scientifique, il voit pas l'élève, par contre il peut l'entendre évidemment pour entendre ses réponses, et l'expérimentateur il est aussi devant une machine avec des boutons, et sur chaque bouton c'est écrit la puissance du choc électrique qui sera envoyé à l'élève si on actionne le bouton. Okay ? Et ça va de choc léger à choc très intense ça va de choc léger et ça passe par choc très intense, danger, choc sévère, et le dernier bouton c'est écrit XXX, donc c'est après danger, choc sévère, et ça a une valeur de 450 volts. Alors 450 volts, on est d'accord, si tu prends 450 volts, t'es pas très très bien, t'es pas en forme derrière, ça pique un peu, voire beaucoup. Donc comment l'expérience elle se déroule ? Tout le monde est en place, tout le monde est dans sa pièce. Ok, l'expérimentateur il pose une question à l'élève, et l'élève, il répond. Il essaye d'utiliser sa mémoire pour répondre. Quand il se trompe, l'expérimentateur, il appuie sur le bouton et ça inflige une décharge à l'élève. Et à chaque nouvelle erreur, l'expérimentateur, il doit infliger une décharge qui est de plus en plus grande. À chaque fois, il avance sur la machine, il appuie sur le bouton qui est à chaque fois de plus en plus fort. Comme je te disais, l'expérimentateur, il ne voit pas l'élève. Par contre, il entend ses réponses et il entend aussi et surtout ses hurlements. Il entend des hurlements de douleur, il entend des stops, arrêtez, je veux partir, je veux arrêter, etc. C'est affreux, laissez-moi sortir. Il n'arrête pas de se plaindre, il hurle. À chaque nouvelle décharge, il hurle de plus en plus fort parce que la décharge est de plus en plus forte et il a du mal à se concentrer, il a du mal à répondre, etc. Et quand l'expérimentateur dit « Ok, on peut pas arrêter là, je lui fais super mal, c'est dangereux, etc. Est-ce que je dois continuer ? Est-ce que je dois lui mettre une décharge de 300 volts ? C'est sérieux, je dois vraiment continuer ?» Le scientifique, il lui répond un truc du genre « Veuillez continuer s'il vous plaît ». Donc, l'expérimentateur continue et il inflige des décharges. Et évidemment, quand tu te prends des décharges à 200, 300, 350 volts, tu as du mal à te rappeler de ce qu'on t'a demandé et tu as du mal à répondre. Et donc, les mauvaises réponses s'enchaînent et les décharges s'enchaînent aussi et de plus en plus fortes. Alors peut-être que là, tu te dis « C'est carrément dingue comme expérience, c'est de la torture, c'est débile, c'est horrible ». Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est pas tout à fait ce que tu penses. Parce qu'en fait, cette expérience, soi-disant, elle est là pour juger si on se souvient mieux des choses, si notre mémoire est plus efficace, si notre mémoire elle est stimulée par les décharges électriques. Elle est censée servir à ça.
Mais ça, c'est ce qu'on fait croire à l'expérimentateur. Parce qu'en fait, depuis le début, tout est truqué. En fait, au moment du tirage au sort, le tirage au sort, il est truqué. On sait d'office qui va être l'expérimentateur et qui va être l'élève. Parce qu'en fait, l'élève, c'est un membre de l'équipe scientifique. Et l'expérimentateur, c'est la personne qu'on va vraiment tester. Donc en fait, l'élève, c'est un membre de l'équipe scientifique qui est là pour jouer le rôle de celui qui prend les punitions et qui se trompe dans les erreurs. Et c'est pour ça qu'il n'est pas visible, en fait, et que l'expérimentateur, il ne fait que entendre les bruits. Il ne fait que entendre les réponses et les cris de l'élève. En réalité, ce qu'on veut tester, c'est voir jusqu'où l'expérimentateur il va aller dans l'application des punitions. À quel moment il va s'arrêter ou jusqu'où il va aller. Et en fait, on veut voir comment il va obéir par rapport aux scientifiques, en fait. Jusqu'où il est capable d'obéir face aux scientifiques, alors qu'il inflige des décharges qui peuvent être mortelles à l'élève qu'il a vu juste avant. Et ce qui est horrible, finalement, c'est pas l'expérience, parce que l'expérience en elle-même, elle inflige pas de douleur, et c'est pas une punition, et c'est pas de la torture. Ce qui est horrible, c'est les résultats de cette expérience. Parce que, au départ, les scientifiques s'attendaient à peine 10% des gens qui allaient accepter de faire l'expérience et d'aller jusqu'au bout. La réalité, c'est qu'il y a 63% des personnes qui sont des sujets, des expérimentateurs, 63% des expérimentateurs sont allés au bout de l'expérience. C'est-à-dire qu'ils ont infligé la plus grande décharge, et pour aller vraiment au bout de l'expérience, pour infliger la plus grande décharge, donc les 450 volts, il faut l'infliger 3 fois de suite à l'élève. Donc en gros, ils ont infligé 3 fois de suite une décharge mortelle à quelqu'un. 63% des gens testés sont allés jusqu'au bout de cette expérience. Ça fait un peu flipper quand même. Et si tu prends d'autres chiffres, tous les sujets ont infligé au minimum 135 volts. 135 volts, ça commence à faire une belle décharge quand même. Donc déjà, tout le monde a infligé ça. Et ce qui veut dire aussi que personne a refusé d'infliger des chocs. Toutes les personnes qui sont venues ont au moins infligé un choc, et au moins 135 volts, sont allées au moins jusqu'à 135 volts. Et finalement, le pire dans tout ça, c'est que pour que l'expérience s'arrête avant d'atteindre les 450 volts, c'était pas compliqué. En fait, quand l'expérimentateur, il demande aux scientifiques, est-ce qu'on peut arrêter, la personne elle souffre, j'ai pas envie d'aller plus loin, etc. Le scientifique, il a le droit de répondre que 4 phrases. Il a le droit de répondre, veuillez continuer s'il vous plaît, l'expérience exige que vous continuiez, il est absolument indispensable que vous continuiez, et vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Il a le droit de dire que c'est 4 phrases, et il doit les dire dans cet ordre-là, et une fois qu'il a dit ces 4 phrases, l'expérience, elle s'arrête. Si la personne, elle redemande encore une fois après ces 4 phrases, si l'expérimentateur, il dit « Ok, on arrête », et que le scientifique a déjà dit ces 4 phrases, l'expérience, elle s'arrête à ce moment-là. Donc en fait, il suffisait de demander 5 fois au scientifique « Est-ce qu'on peut arrêter l'expérience ?» pour que l'expérience s'arrête. Et pourtant, 63% des gens sont allés jusqu'au bout. 63% des gens n'ont pas demandé 5 fois aux scientifiques d'arrêter l'expérience. Et si on regarde bien, c'est pas des phrases bien violentes, c'est pas des phrases où on ne laisse vraiment aucun choix, etc. C'est « veuillez continuer s'il vous plaît, l'expérience exige que vous continuez, etc. » Les résultats, ils étaient tellement incroyables que Milgram, il a reproduit cette expérience plusieurs fois. Et il y a d'autres scientifiques qui ont reproduit cette expérience, et il y en a qui ont reproduit des expériences un petit peu modifiées, mais qui sont là pour tester la même chose. Et à chaque fois, ils ont eu des résultats similaires. Il y a même un jeu télévisé qui est sorti, qui s'appelle Le Jeu de la Mort, en 2009 sur France 4, qui reproduit l'expérience, et les gens appliquent des punitions qui sont mortelles, et ils sont à la télé, en fait. C'est complètement dingue. C'est vraiment complètement dingue. Et c'est en ça que je trouve que cette expérience, elle est monstrueuse, c'est que finalement, on voit un petit peu à quel point on est capable de faire des choses simplement face à l'autorité. En fait, c'est ça la conclusion de cette expérience, c'est qu'on a vraiment tendance à obéir aveuglément. Cette expérience, elle était là aussi pour comprendre le comportement des Allemands pendant l'Allemagne nazie, en fait, et de ce qui a pu être fait, ce qui a pu se passer notamment aux Juifs, etc., etc. Donc, le but, c'était de voir un petit peu ça, et de comprendre ça, et on comprend qu'en fait, face à l'autorité, eh bien, on obéit aveuglément. C'est clairement pas cool, et peut-être que tu es en train de te dire « Non, moi, j'obéis pas aveuglément, j'aurais pas appliqué des trucs, etc. » Mais c'est évidemment beaucoup plus facile maintenant que je t'ai expliqué l'expérience que si t'avais été pris
dans cette expérience et que tu savais pas justement que tu étais testé, tu vois. C'est beaucoup plus facile. Et en réalité, c'est vraiment valable pour tout le monde. C'est un biais psychologique qu'on appelle évidemment le biais psychologique de l'autorité, qui fait que nos prises de décision sont très très fortement influencées face à l'autorité qui est à côté de nous en fait. L'autorité, elle a une très forte emprise sur nos prises de décision. Et ça peut être de manière consciente, comme c'était le cas dans cette expérience, et c'est le cas de manière inconsciente, et même peut-être encore plus de manière inconsciente. Parce que là, dans l'expérience de 1000 grammes, on a un cas extrême, on a un cas où ta conscience, elle lutte contre l'autorité, mais bon, bah, c'est l'autorité qui gagne la plupart du temps, et tu y vas malgré ta conscience. Et là, tu as une vraie douleur, tu as une vraie lutte intérieure, tu vois. Ça, c'est vraiment l'expérience de 1000 grammes. Mais en fait, il y a plein de cas où notre éthique, elle rentre pas en jeu, en fait. Il n'y a pas de problème d'éthique, il n'y a pas de problème. Et du coup, l'autorité, eh bien, elle a même pas à lutter contre l'éthique pour nous faire choisir des choses. Par exemple, si tu veux acheter un produit, et c'est là que ça va devenir intéressant pour toi en tant que-e-commerçant, si tu veux acheter un produit plutôt qu'un autre, bah, si une autorité quelconque vient et te dit achète ce produit-là, il n'est pas question d'éthique derrière. Que tu achètes une marque ou une autre, change rien dans ton éthique, c'est pas grave, tu vois. Et donc l'autorité qui va venir te conseiller, eh bien, elle va fortement influencer ton choix et la marque que tu vas choisir. Si par exemple c'est un médecin qui te dit prends plutôt ce médicament-là plutôt que l'autre, bah, il y a de grandes chances que tu prennes ce médicament. Si c'est un sportif qui te conseille sur tes chaussures de running, eh ben, tu vas sûrement écouter son conseil parce que c'est un sportif, parce que c'est une figure d'autorité face à toi. Et en quoi c'est intéressant pour toi en tant qu'e-commerçant ? Bah, c'est tout simplement que cette autorité, tu peux l'utiliser. Ce biais d'autorité, tu peux l'utiliser pour aider à vendre tes produits. Et tu peux faire ça en utilisant les influenceurs. Les influenceurs, ce sont des personnes qui font preuve d'autorité face à leur audience. Ils ont une audience qui les suivent depuis un certain temps, ils ont prouvé une certaine expertise dans un certain domaine, ils ont prouvé que c'était intéressant de les suivre à propos de ce domaine-là, donc à force, ils ont une autorité sur leur audience, qui encore une fois s'applique de manière totalement inconsciente pour l'audience, elle ne se rend pas compte forcément que ces gens-là ont une autorité sur eux. Et c'est pour ça que travailler avec les influenceurs, c'est super intéressant pour toi, et c'est ultra puissant. C'est pas toi finalement qui va convaincre les gens d'acheter ton produit, c'est l'autorité de l'influenceur qui va le faire et qui va le faire de manière inconsciente. Et les gens vont arriver sur ton site et vont déjà avoir envie d'acheter ton produit. Et même si ton site il est pas magnifique, même si ton site n'est pas le meilleur du monde, même si t'as pas les meilleurs arguments du monde, c'est pas grave parce que l'influenceur il aura déjà fait le job de vendre ton produit à ta place. Et donc c'est ultra puissant. Je sais pas si tu vois la puissance du truc. Tu peux véritablement vendre tes produits à tes futurs clients sans même finalement faire un argumentaire de vente sans même avoir une bonne fiche produit ou quoi que ce soit, parce que l'influenceur aura utilisé son autorité sur l'audience pour parler de ton produit. Alors bien sûr, il faut l'utiliser de manière éthique. Là, on revient à l'éthique, mais il faut que tu utilises ce biais psychologique de manière éthique, comme tous les biais psychologiques. On n'est pas là pour tromper tes clients, mais ça peut être un très bon moyen de t'aider à vendre et d'aider tes clients et d'aider au passage les influenceurs qui peuvent travailler avec toi. Je te parle de ça parce que clairement, j'ai lancé une nouvelle formation qui s'appelle Influence Marketing. Elle est là pour te montrer comment tu peux travailler avec les influenceurs, comment tu vas faire pour trouver les bons influenceurs, comment tu vas faire pour travailler de façon efficace avec eux et sur le long terme. Et bah, si ça t'intéresse de travailler avec les influenceurs, si tu penses que c'est une bonne stratégie, tu verras qu'il y a plein de stratégies qui sont intéressantes avec les influenceurs. Notamment, je t'ai parlé du biais psychologique de l'autorité, mais il y a d'autres biais psychologiques qui sont en jeu avec les influenceurs. Et il y a plein de choses à faire avec les influenceurs. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, je te mets le lien dans la description, dans les notes de ce podcast. N'hésite pas à cliquer dessus pour aller voir si cette formation elle est faite pour toi. Allez, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!